Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le député centrafricain Aurélien Simplice Zingas. Avec lui, on a parlé un peu de la situation sécuritaire dans son pays. On va poursuivre cette lancée et parler des élections législatives qui ont vu son élection en tant que député. Alors cette élection a donné des résultats qui quand même amènent à réfléchir. On a constaté que les candidats indépendants ont remporté 55 sièges sur les 140 que compte le Parlement. Est-ce la preuve que les partis traditionnels ont échoué? Oui, vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la crise que nous avons connue, les partis ont été indexés. Comme quoi, ils sont à l'origine de ces crises récurrentes dans notre pays. Et quand les élections étaient organisées, il y avait beaucoup de partis qui avaient positionné leurs candidats. Mais aussi, la société civile a décidé de ne pas laisser le terrain libre. Parce que pendant la transition, comme vous devez le savoir, les slogans qui avaient été utilisés, c'était pour noircir les partis, pour dire que nous, de la société civile, maintenant, on est là. À l'origine. Voilà, les politiques, vous étiez à l'origine ou vous êtes à l'origine de ce que le pays vit. Ce qui n'est pas faux, non? Je ne peux pas accepter qu'on confie à chaque fois la responsabilité qu'aux hommes politiques. Si on fait bien des comptes, nos frères de la société civile ou nos sœurs de la société civile également, ils ont eu un rôle important. Lequel? Quel rôle ils ont eu, par exemple? Ils ont occupé de grands postes de responsabilité. Dans le gouvernement? Dans les différents gouvernements. C'est le gouvernement, justement, dans les différents gouvernements. Oui. Dans les différents gouvernements. Si nous prenons, par exemple, le gouvernement, on prend le régime du président Patassi. Vous êtes remonté loin, hein? Mais voilà, c'est un exemple. Un de ces anciens premiers ministres était issu de la société civile. Oui. Le gouvernement du président Bozizé, pratiquement tous ces anciens premiers ministres issus de la société civile, même le chef de l'État actuel, il était recteur de l'université de Bangui. Quand il était nommé Premier ministre, il n'appartenait pas à un parti politique. Ça veut dire que la méfiance vis-à-vis des partis politiques a commencé il y a très longtemps, alors. Après le président Bozizé, oui, le Premier ministre Tchangaï, oui, était de la société civile aussi. Ensuite, la transition gérée par la présidente Sama Panza, tous les premiers ministres qu'il a connus sont issus de la société civile. Donc vous voulez dire qu'on ne doit plus jeter seulement la pierre aux partis politiques, c'est tout le monde qui est comptable. Nous sommes tous comptables des mots qui minent notre pays. Alors, dans son discours des 100 jours, le président Touadéra a réclamé la levée totale de l'embargo sur la commercialisation du diamant. C'est un diamant qui a été géré pendant longtemps par les privés et a privé l'État d'énormes ressources. Est-ce que cet embargo est complètement levé aujourd'hui? Non. À ce que je sache, l'embargo n'est pas entièrement levé. C'est dans une partie du territoire que l'embargo a été levé au niveau des préfectures de l'ouest du pays, notamment dans la Mambéré Kadéim, Sangambaïré, la Loba. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça n'a pas été entièrement levé? Parce que d'autres parties du pays sont encore sous contrôle des chefs rebelles. Et donc, le processus de Kimbegli ne peut pas accepter que le diamant qui découle de ces zones-là soit aujourd'hui commercialisé. Donc, l'embargo ne peut pas être levé dans cette partie-là. La République centrafricaine est un État aujourd'hui en faillite. Comment est-ce qu'il faut faire pour relancer l'économie? Mais pour relancer l'économie, il faut nécessairement passer par la paix, par la sécurisation du pays. Ce qu'on peine à faire, justement. Tant que le pays n'est pas sécurisé, alors on ne peut pas parler de l'économie. Un autre sujet, la Cour pénale spéciale centrafricaine est aujourd'hui une réalité. Son président, le colonel Toussaint Moutazini Mokimapa, est chargé d'instruire les crimes les plus graves commis dans le pays depuis 2003. Est-ce que vous croyez vraiment en cette institution-là? Oui, le compatriote congolais que vous venez de citer, il vient d'être nommé par le président de la République, ainsi que ces juges aussi, qui sont déjà nommés. Donc c'est une cour qui existe aujourd'hui. C'est une cour qui est en train d'être mise en place. Mais est-ce que vous y croyez? Absolument. Il faut l'impunité zéro. Il faudrait que chacun des responsables des troubles dans le pays, un jour, s'explique pour dire pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ceci. Mais avant cette cour spéciale-là, il y avait la justice centrafricaine, non? Si la justice n'a pas pu quelque chose, pourquoi vous voulez mettre autant d'espoir dans la cour pénale? Mais dans chacun des pays, il y a la justice. Pourquoi la CPI existe? Au Rwanda, il y avait la justice, il y a la justice. Pourquoi il y avait une cour spéciale qui concernait le Rwanda? Pourquoi on ne peut pas avoir également une cour spéciale chez nous? Parce que nous pensons que le procureur devait être neutre, tout comme les juges.
C'est pour cela que nous avons souhaité que cette cour-là soit installée et le président de la République a nommé déjà conformément au texte le procureur, il a nommé les juges et nous attendons l'opérationnalisation de cette cour. Monsieur Aurélien Simplice Zingas, nous allons consacrer les dernières minutes de cette émission pour parler un peu de vous, parce que vous avez occupé quand même plusieurs postes de responsabilité, plusieurs fois ministre, député, et aujourd'hui premier vice-président de l'Assemblée nationale. On dit de vous que vous êtes un peu trop ambitieux, on dit même que vous êtes trop pressé. Trop ambitieux, trop pressé par rapport à quoi? Par rapport à qui? Vous savez, j'ai 50 ans. Et que quelqu'un qui a 50 ans, c'est parce que le continent africain, les gens pensent qu'il faut avoir 80 ans pour devenir Premier ministre, pour devenir chef de l'État. Quand on est là, on ne veut pas céder la place. Prenons l'exemple de la France, le président qui vient d'être élu. Il a quel âge? Il n'a que 39 ans. Prenons l'exemple des États-Unis, à l'époque avec le président Obama. Quand il avait été élu pour la première fois, il avait quel âge? Alors donc moi je suis un homme politique, je fais la politique de développement par rapport à mon pays. Quelles sont vos ultimes ambitions politiques? Je suis un homme politique, si je suis leader d'un parti politique, le rôle d'un parti politique dans toutes les démocraties du monde, oui, c'est de conquérir. Ce n'est pas parti politique, maintenant je parle de vous. C'est de conquérir les pouvoirs. Je parle de vous en tant qu'individu. Au-delà du parti, il y a vous, parce que le parti ne va pas vous forcer la main. Il va falloir que vous-même, vous fassiez la démarche de vous montrer disponible. Je suis un homme de terrain, j'ai été élu député déjà par 2 fois de suite, donc je continue à mener mes activités politiques. Vous avez été ministre, vous avez été député, vous êtes encore premier vice-président. Alors la suite, c'est quoi? La suite, c'est ce que Dieu me réservera. Mais il n'y a pas 10 000 choses que Dieu vous réserve. Soit vous devenez président de l'Assemblée nationale, ou bien vous devenez président de la République. Pourquoi pas? Ou premier ministre même. Je n'ai pas encore ces ambitions-là. Ça, c'est la fausse modestie. De devenir président de l'Assemblée, premier ministre ou président de la République. Mais vous caressez le rêve quand même. Non, je n'y pense pas encore. Mais je n'y pense pas. Aujourd'hui, je pense à ce qu'il y ait la paix dans mon pays. Je pense au peuple qui souffre quotidiennement. Ça doit être la préoccupation de tous les hommes politiques de notre pays. Monsieur Zingas, mais le plus étonnant, c'est que votre nom revient plusieurs fois, à tort ou à raison, dans un certain nombre de scandales. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est vrai? Puisque nous avons la chance de vous avoir en face de nous, il va falloir que vous éclairiez la lanterne de nos téléspectateurs pour qu'on sache qui est vraiment le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la Centrafrique. Ensuite, nous venons dans un certain nombre de dossiers, notamment de détournement de fonds, de malversations administratives, de délivrance de faux documents. Est-ce que tout cela est vrai? Ça me fait rigoler un peu. Pourquoi? Parce que, vous savez, avant que quelqu'un ne soit élu député, dans son dossier, il y a les casiers judiciaires, il y a les pièces. Et que si j'avais été effectivement cité ou condamné, je ne serais pas élu et député. Et encore, mes pairs, au niveau de l'Assemblée nationale, ne devaient pas me faire élire par 2 fois de suite comme leur premier vice-président. Oui, mais quand on a l'habileté, quand on est un bon acrobate, on peut réussir toujours à passer dans les mailles du filet. Non. Vous savez, tout homme politique, surtout en Afrique, quand quelqu'un est en train de prendre de l'envol, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ne sont pas contents vont chercher à les noircir, vont chercher... Vous avez des ennemis, c'est ça? Quel est l'homme politique qui n'a pas d'adversaire? Quel est l'homme politique qui n'a pas d'ennemis? Non, quand même pas survoler quand même les faits, de manière plus concrète. Par exemple, de manière plus précise, on parle de délivrance aux commerçants libanais ou centrafricains de documents administratifs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'avais... Pendant que vous étiez ministre. Il faut qu'on me le montre. Qu'on me le montre. Mais un seul exemple. Ou bien il faut qu'on me cite un seul document, qu'on me cite un seul nom d'un Libanais, d'un étranger, que je lui ai signé un document administratif. J'étais ministre délégué à l'éducation nationale, chargé des enseignements primaires et secondaires. Ensuite, j'étais ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Quel document administratif un ministre de la communication va signer à un Libanais, à un commerçant pour le favoriser? On dit aussi que vous signez des documents pour les élèves camerounais pour qu'ils viennent passer des examens sur le territoire centrafricain. Mais vous savez que de toutes les manières, il y a les accords de coopération entre nos 2 États.
Il y a beaucoup de ressortissants camerounais qui étudient en Centrafrique. Beaucoup de Centrafricains qui étudient au Cameroun. Beaucoup d'hommes d'État de chez nous ont eu leur diplôme dans des universités camerounaises. Alors, et encore, nous sommes les pays frères. On est dans la CEMAC. Comment pensez-vous qu'un Congolais ne peut pas venir étudier en Centrafrique? Mais ce n'est pas le fait qu'ils viennent étudier qui dérange, c'est les montants qu'on leur prenait de manière officieuse. C'est ça qui était mis en cause. Quel montant? Vous parlez de quel montant? Des montants qu'on prenait à ces candidats au baccalauréat. Vous étiez là? Vous êtes en train de m'informer. Mais les gens qui m'ont informé étaient là, M. Zingas. Les gens qui vous ont informé étaient là. Ah bon? Oui. Quels sont ces gens? Apparemment, ils étaient là. Apparemment, ils étaient là. J'aimerais bien reconnaître. J'aimerais bien reconnaître aussi. Alors, au-delà de tout, quel est votre souhait pour votre pays, l'ultime souhait, ce que chacun doit faire pour que très rapidement on sorte ce pays de l'ornière, de ce sous-développement, de tout ce qui l'accable aujourd'hui? Franchement, mon souhait le plus ardent, pour que nous changeons nos mentalités, nous changeons nos manières de faire, nous changeons nos manières de vivre. Il ne faudrait pas qu'avec tout ce que le pays a vécu, qu'on pense que je suis là maintenant, je dois travailler qu'avec les miens, je dois utiliser que les gens de ma région, de ma communauté. Non, il faut tendre la main à tout le monde. Il faut aller vers une véritable réconciliation. Merci beaucoup, Monsieur Aurélien Simplice Zingas. C'était un plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission et d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, de lancer ces appels d'espoir à vos compatriotes pour qu'on sorte la Centrafrique de l'ornière du sous-développement. Merci beaucoup. C'est à moi plutôt de vous dire merci sincèrement. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.